Solution. Pour aller en Casamance, vous y allez par bateau. Nous savons tout ce qui s'est passé la dernière fois. Il manquait juste un moteur que l'État n'a pas été capable d'acheter. Et il y a eu 2000 personnes qui sont mortes. Essayez de prendre l'avion. Le billet coûte environ 80 ou 90 000. Vous pensez que c'est normal pour un État? Oui, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit orienté, que c'est parce que c'était la Casamance que ça s'est passé comme ça. Justement. C'est une faille générale. Mais la Casamance est isolée. La Casamance est isolée. La Casamance a beaucoup de ressources. La Casamance devrait devenir aujourd'hui le grenier du Sénégal. Tout à fait. Mais c'est justement parce qu'il y a cet isolement qu'on en est aujourd'hui à cette pauvreté, si j'ose dire. Absolument. Voilà. Mais on a les usines agricoles qu'ils ont placées ailleurs. On pouvait bien les placer en Casamance. Mais parce que le colon a mis la Casamance en quarantaine, cette colonisation a changé. Bon, je veux dire que c'est vrai, la peau blanche est partie, mais la peau noire est restée. Tout à fait. Voilà. Donc on ne peut pas dire le contraire. Mais justement, pour passer, ça fait une bonne transition à ma seconde préoccupation, c'est que j'ai vu à la page 140 que vous faites un réquisitoire très violent contre les fils de la Casamance. Je vais juste citer quelques passages. N'ont-ils donc jamais senti la nécessité de jeter un regard en arrière, de voir ce qu'est devenu leur terroir? Ou pensent-ils résoudre le problème en fuyant, en se réfugiant dans d'autres cultures, laissant leur passé et la destinée de leur descendance entre des mains étrangères? Oui, il faut le reconnaître, la jeunesse n'a que des souvenirs, des épopées de gloire, de grandeur du Diola. Elle n'a plus de référence ni de modèle pouvant l'éclairer et la guider. Ça veut dire que, alors que moi, je me disais justement face à l'hégémonie un peu de la culture Wolof, les Casamançais, la culture Diola est une des rares à résister. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le Diola, il y a aussi les tout couleurs. Sans me jeter des fleurs. Il n'y a pas à résister contre une hégémonie Wolof, ça c'est... Non, c'est-à-dire il y a quand même... une mauvaise façon de voir les choses. Peut-être que ça peut être une mauvaise façon de voir les choses, mais toujours est-il qu'on voit que de manière Imagine si les Français avaient réussi à lutter contre le français, donc les Bretons, l'Occitan, les Ch'tis, les Corses, si tout le monde avait résisté, je pense que le français ne serait pas cette langue que nous parlons aujourd'hui. Non, mais quand on parle de... Ils sont parvenus à imposer leur langue, mais c'est normal que les Wolofs imposent le Wolof pour que tout le monde parle Wolof. Non. Ça n'a rien à voir avec la culture. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que... Je suis pas tout à fait d'accord sur la comparaison. Moi, on parle... C'est une vraie comparaison. Le français n'était pas la langue des Français. Il y a jusqu'à présent des Français qui parlent le français à partir de 6 ans lorsqu'ils vont à l'école. Non, on parle le Wolof depuis les années 50. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'hégémonie culturelle. Aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, que jusqu'à une certaine époque, quand vous étiez fils de tout couleur, vous pouviez parler la langue tout couleur parce qu'il y avait un système de transmission de la langue. Quand vous étiez Diola, pareil, quand vous étiez Sérère, pareil, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que ça disparaît. Et c'est de ça dont je parle. Et aujourd'hui, c'est dans la culture Diola et tout couleur qu'on voit le plus ce souci de continuer à perpétuer cette transmission culturelle. Oui, parce que pour moi, la culture est différente de la langue. Donc, on pourra en débattre oui, jusqu'à demain. Mais mais ma question, c'était quand vous critiquez aussi violemment la diaspora Diola, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ça? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dur? En fait, je crois que je suis la mieux placée pour être dure vers les Diola dont je fais partie. En fait, ce n'est pas quelque chose qui sera bien accepté par une autre personne. Mais je suis Diola, donc je suis bien placée pour toucher à la plaie. Vous savez, il y a beaucoup de Diola qui, quand ils sont à Dakar, ils oublient carrément qu'ils ont leurs cousins, leur mère, leur tante au village. C'est vrai qu'ils y vont, mais ils ne contribuent en rien. Il y a des cotisations qu'on fait souvent à Dakar pour aider les villageois. Il y a beaucoup de Diola qui disent qu'ils vont tout le temps en Casamance. Village, des villes, il y a des gens qui vivent dans les villes, voilà. Dans les villages. Non, je veux dire ceux qui sont en ville et qui aident les villages. Il y a beaucoup de Diola qui sont là. Non, je veux dire, en Casamance, il y a des villes. On peut être ici à Dakar et avoir des gens qui vivent dans des villes. Il n'y a pas que des villages. Oui, nous parlons des bois de Bessir, donc je parle de Bessir. Ah d'accord. Voilà. Je pensais qu'on parlait de la Casamance en général. En général, oui, mais bon, en fait, la référence c'est Et il y a beaucoup de Diola qui sont là, donc je reprends ma phrase, ou plutôt je la continue,
qui sont là et qui vont tout le temps en Casamance. Ils sont fiers de dire que je suis Diola, mais ils ne font absolument rien pour leur pays, pour leur région ou pour leur village. Quand on leur demande de donner des cotisations pour aider, par exemple, les hôpitaux à acheter des médicaments, ils disent que non, ça c'est un faux débat. Mais dès qu'il y a un bal qu'on doit organiser quelque part, ils apportent de l'argent. Oui, là, il faut distinguer quand même la dimension. Est-ce que c'est uniquement par une contribution matérielle qu'on perpétue les valeurs? Je veux dire, quelqu'un peut ne pas avoir les moyens de contribuer matériellement, financièrement, mais par d'autres moyens, cultiver la culture en essayant d'inculquer ça à ses propres enfants, en les imprégnant dans le milieu traditionnel, en créant d'autres choses. Je veux dire, il ne faut pas avoir seulement et la ça, lecture... c'est un pan. Ça, c'est un pan de l'ensemble de ce qu'on peut apporter pour le village. Ce livre, je pense que c'est aussi une pierre à l'édifice. Donc, on ne peut pas, quand je critique le Diola, une certaine partie des Diola, je critique ceux-là, ceux qui renient. Parce que j'ai dit, si vous avez bien lu, ceux qui ont oublié le Diola. Donc, je parle de ceux-là. Il y en a qui partent et qui oublient carrément d'où ils viennent. Et ça, c'est pas normal. Il va falloir... Vous parlez Diola, vous? Ah oui. Ah, ça, c'était une obligation chez nous. Donc, nous vous remercions. Je voudrais dire Kassoumai à tous mes parents. Kassoumai, tout le monde sait. Moi, je sais dire Kassoumai. C'est pas ça. On n'a pas encore de preuve de votre Ah non, je le parle très bien. Rassurez-vous. Donc, nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est un livre, un roman que vraiment nous conseillons à tout le monde, qui est vraiment très bien écrit. Je pense que vous êtes en droite ligne sur... vraiment sur les pas de votre aîné Sokhna Benga. Donc nous allons terminer en beauté. C'est vrai qu'on était, vraiment aussi en beauté avec vous. Maintenant, on va terminer encore en beauté avec Imani, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une ancienne mannequin. Vous êtes entrée un peu dans le monde de la musique en 2008. Vous avez dit que vous en avez marre d'être un porte-manteau. Ça fait plaisir aux mannequins, ça, de dire que vous étiez un porte-manteau. Les mannequins sont des porte-manteaux. J'ai dit un cintre. Un cintre, c'est pire alors. Je pense que la plupart seraient d'accord avec moi. C'est le fond du boulot, c'est ça. On porte des vêtements, on nous demande d'endosser une image et de la vendre le mieux possible. On est un cintre. Notre personnalité n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Après, c'est une manière un peu... peut-être expéditive d'expliquer ce que c'est, mais c'est un peu ça, je pense que... Vous ne crachez pas dans la soupe, là, parce que c'est à partir de là, peut-être que vous avez pu faire des économies pour vivre votre passion, qui est la musique. Non, je ne crache pas dans la soupe, j'explique pourquoi à la fin j'en avais marre, c'est-à-dire que je suis absolument pas ingrate, je suis très reconnaissante. La mode, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de partir de chez moi, ça m'a permis de rencontrer d'autres gens, de parler d'autres langues, de vivre ailleurs, d'apprendre une certaine rigueur du travail. Mais c'était pas fait pour moi. Ça m'est tombé dessus un peu par hasard. J'ai dit oui parce que c'était mieux que d'avoir un petit boulot au McDo à l'époque, comme mes petites copines faisaient pour avoir un peu d'argent de poche. Et moi, je l'ai vu comme un petit boulot qui a pris 10 ans de ma vie quand même. Donc, du coup, à la fin, il faut faire face à qui on est et c'était pas moi. Voilà. Donc, vous avez rencontré, je pense, un Sénégalais qui s'appelle Malick Ndiaye. Moi, je le connaissais pas personnellement. C'est lui qui a produit Ayo aussi. Il a produit Ayo, c'est le producteur de Oasis Diop. Oasis. Grace, tout à fait. Oui, et il produit l'album solo de Fada Freddy aujourd'hui. Voilà. Donc c'est à partir de cette rencontre que vous avez commencé à peut-être entrer de plein pied dans le monde de la musique avec votre premier album que vous avez appelé Shape of a Broken Heart. Donc c'est l'Afrique qui a la forme d'un cœur brisé. C'est vrai que je n'avais pas remarqué. Il paraît que c'est parce que vous avez eu à dessiner un cœur, vous avez vu que l'Afrique avait cette forme-là. En fait, je voulais dessiner. Vous vouliez dessiner l'Afrique, en fait. Voilà. Et je voulais apprendre à dessiner. On m'a dit que c'était une histoire de lâcher prise et que d'abord, il fallait faire l'exercice de fermer les yeux et imaginer ce qu'on voulait dessiner, sans essayer de contrôler la main, en fait. J'étais en face d'un planisphère et j'ai vu le continent africain. Je me suis dit, bon, c'est le continent quand même le plus facile, je pense, à dessiner, le moins de contours. Et donc, en ouvrant les yeux, j'avais dessiné une sorte de cœur brisé. Et c'est vrai que, du coup, je suis la première à avoir dit que... Donc c'est là qu'est partie cette idée de faire cet album. C'est vous qui avez écrit tous les morceaux de cet album? Tous les morceaux, je les ai écrits, composés ou co-composés, ça dépend. Oui, c'était mon premier album, alors je ne me voyais pas tout faire toute seule. J'avais envie
que ce soit bien, donc j'avais besoin d'aide. C'est vrai qu'il y a une certaine mélancolie dans cette écriture. C'est dû à quoi, cette tristesse, je sais pas. Pour moi, l'écriture, c'est pas vraiment un endroit où se cacher, c'est un endroit où se trouver. Et je pense être une personne quand même relativement positive et joyeuse et contente de vivre, mais il arrive des moments où je ne le suis pas. Et de manière à pouvoir passer outre, j'essaie de mettre cette peine ou cette mélancolie sur papier pour aller mieux, en fait. Ça devient thérapeutique. Et voilà, et donc c'est vrai que c'est pas de chance. Du coup, ça fait un condensé sur un album, mais au moins ça fait une cohérence. Mais les gens pensent que je suis une fille triste, la lame de rasoir à la main toute la journée, et c'est pas vrai. Je pense qu'on a un extrait d'un de vos clips issu de cet album-là. Je ne sais pas si on l'a en magnéto, Cécile d'Exprès. Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story? Obviously there'll never be. And you will never know. What I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? And you will never know. What I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show what I feel. Donc comme on le voit à travers ce clip, et comme on l'entend depuis tout à l'heure, vous avez une très belle voix, une voix grave, envoûtante. C'est peut-être ça qui vous a poussé à chanter? Au départ, j'avoue que j'avais un complexe par rapport à cette voix, parce que depuis que je suis petite, j'ai cette voix-là. Et depuis que je suis petite, on dit « Ah, c'est toi la fille avec la grosse voix », et donc j'entends ça tout le temps. Et j'ai mis du temps à accepter ça, et donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à rentrer dans la musique, parce que j'estimais bêtement, comme les complexes, que j'avais pas ma place, parce que je voyais pas dans le paysage musical des gens qui ressemblaient à ce que moi je connaissais, à part effectivement le jour où j'ai découvert Tracy Chapman. Mais oui, et même Amy Winehouse aussi. Mais Amy Winehouse, quand elle est sortie, j'étais déjà vieille. Ouais, ça c'est vrai aussi. Je parlais de mon enfance, en fait. Dans ma jeunesse, il n'y avait pas ça. Et en plus, vous avez choisi d'écrire en anglais, je ne sais pas, chanter en anglais aussi. Pourquoi vous avez fait ce choix? Vous avez vécu à New York pendant quelques années? J'ai habité à New York pendant 7 ans. Après, moi, j'ai toujours aimé la musique anglo-saxonne. Et quand vous habitez dans un pays suffisamment longtemps, vous rêvez même dans la langue. Je rêvais même en anglais à cette époque-là. Et quand je me suis mise à faire de la musique toute seule, pas à pas, et je me suis dit, bon, je ne connais personne, il va falloir que j'apprenne à écrire des chansons. Mon réflexe a été d'écrire en anglais. C'est vraiment venu à moi comme ça a été de venir en anglais. Même encore aujourd'hui, quand je m'amuse à faire des impros avec d'autres musiciens, mon réflexe, il est toujours en anglais.
Donc je ne sais pas C'est pourquoi. vrai que c'est eux qui font la meilleure musique, ça il faut le dire. Mais c'est quoi aussi votre histoire avec le Sénégal? Pourquoi? C'est parce que vous avez un producteur sénégalais? Pourquoi vous... Bah, ça a commencé comme ça, en plus, ça c'est vrai. Au départ, mon producteur est sénégalais, donc on a commencé à travailler les textes, les maquettes. C'est un bon endroit pour faire des retraites parce qu'il y a beaucoup moins de distractions pour moi ici qu'à Paris. Au départ, ça s'est fait comme ça. Ensuite, le grand Oasis Diop m'a pris sous son aile et il a fait une tournée dans tout le Sénégal en 2009. Et là, j'ai eu à découvrir le Sénégal, aller à Saint-Louis, aller partout. Et puis du coup, je suis tombée amoureuse du Sénégal, vraiment. Donc au départ, c'est... Babacar. Oui, Imani Nangadef. Je suppose que c'est le seul mot que vous savez prononcer. Il paraît que vous avez des problèmes avec le mot khara. Ah non, on ne peut pas me faire dire. Je trouve que le Wolof, c'est une langue très dure, très dure. Je dis toujours que le Sénégal, c'est les Pays-Bas de l'Afrique. Parce que c'est une langue, le Wolof, très difficile. Je suis assez douée en langue, mais vraiment le Wolof, je galère. Pas autant que ça. Quels sont les mots que vous comprenez? C'est très dur à dire pour moi. Je ne sais pas le dire d'ailleurs. C'est peut-être que vous ne savez pas attendre, c'est pour ça. Ouais. Déjà, je ne suis pas patiente, mais si je pense être une fille patiente, mais je trouve ça assez dur la langue. Et donc à chaque fois que je parle, même les enfants, ils se foutent de moi. Peut-être que c'est une phonétique qui n'existe pas aussi dans votre non, langue. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le comorien. Si vous avez entendu la chanson de Tekker, le Swahili, c'est une langue assez pauvre en mots. Et c'est une langue très ronde. Et on n'a pratiquement pas de son comme ça. Donc, il y a beaucoup de mots qui viennent de l'arabe aussi. Il y a beaucoup de mots qui viennent de l'arabe. Dans le Wolof, vous dites? Non, dans le Swahili. Dans le Swahili, oui. Mais ils ont été adoucis, parce que même l'arabe, c'est pas non plus la langue la plus douce à l'oreille. Sauf l'arabe peut-être littéraire. Voilà. Oui, l'arabe littéraire, c'est très joli. Mais l'arabe parlé dans la rue, c'est un peu plus agressif. En tout cas, on voit que vous avez, à travers votre art, votre musique, récolté beaucoup de distinctions, hein, des distinctions internationales. Vous avez la... double disque de platine, voilà, je pense. Double disque de platine. En France, en France, oui. Vous êtes double disque d'or également. Vous êtes satisfait aujourd'hui de votre carrière, bien sûr, oui? Il vous reste des choses à prouver, quoi? Oui, il reste encore beaucoup de choses à prouver parce que je reste encore l'artiste ancien mannequin présenté comme chanteuse. Et donc, oui, on est double platine en France, on est triple platine en Pologne. Je suis allée en Russie il y a quelques semaines et les gens connaissaient mes chansons par cœur alors que l'album n'est pas sorti. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable de vous trouver. D'abord, il n'y a pas un noir au kilomètre carré là-bas. Vous êtes tout seul, des Comores, personne ne connaît les Comores. Je vous ai vu aussi en Grèce. En Grèce, c'est pareil. Les gens me reconnaissent dans la rue, pas parce que je suis une célébrité, mais je suis la seule noire dans la rue. Et donc, du coup, ils font vite le rapprochement. Et moi, en tant que fille d'origine comorienne, la plupart des gens, si je demande là, ils ne savent pas où sont les Comores. Mais partout dans le monde, c'est général, c'est pas qu'au Sénégal, personne ne sait où sont. Même en France, alors que ça a été une colonie jusqu'en 1974. Mais donc de me retrouver en Grèce, en Russie, on peut faire un tour de table, je ne sais pas si Yacine sait où se trouvent les Comores. Elle sait, elle au moins. Peut-être. Enfin, oui. À peu près. Je ne vous en veux pas, personne ne sait. Et moi, je me rappelle même quand j'étais petite, il y avait des plans du monde, des cartes où il n'y avait même pas les Comores. C'était oublié carrément. C'est pas grave. Du coup, moi, je me retrouve en Grèce, à Athènes, ou même dans des petits villages en Pologne, et je parle des Comores. Et même, j'en fais des blagues avec les gens. Mais les gens, du coup, ils rentrent chez eux, ils vont sur Wikipédia et ils vont chercher les Comores. Donc, si au moins ma mission, c'est celle-là, je suis contente. Vous la remplissez bien. Abdoul Alpha. Justement, moi, je voulais venir sur la question identitaire parce que vous avez quand même un parcours. Si j'ai lu votre biographie, vous avez vos parents qui sont venus donc de l'immigration comorienne. Tout à fait. Aujourd'hui, quel positionnement identitaire faites-vous par rapport à votre musique? C'est-à-dire, j'ai l'impression que votre musique tend beaucoup vers Tracy Chapman, avec la proximité de la voix. Il y a une toile de fond très rock. Quelle est l'identité de votre musique aujourd'hui? Comment la qualifierez-vous? J'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que je pense que ma musique, c'est vraiment le résultat du brassage de ce que je suis. C'est-à-dire qu'effectivement, mes parents sont d'origine comorienne, ils sont venus en France, ils m'ont élevé en France. Et puis, moi, je suis partie à l'âge de 17-18 ans et j'ai vécu partout. Et du coup, j'ai ramassé tout ça.
Et j'ai mis tout ça dans ma musique. Donc pour moi, c'est difficile de dire que c'est du folk ou c'est du rock ou c'est de la musique traditionnelle. C'est pas tout, c'est tout en même temps. Une musique du monde? C'est une musique du monde. J'aime pas dire ça parce que c'est un peu C'est fourre-tout, quoi. C'est un peu fourre-tout, mais c'est musique de moi, je dirais. C'est-à-dire que c'est tout ce que j'ai brassé. Je sais pas si vous avez eu le temps d'écouter tout l'album, mais par exemple sur une chanson comme Agalogo, on a pris des percussions sénégalaises pour le faire, on a fait des percussions en sous-couche comme ça. Donc on a utilisé une chanson